Le 4 quarts politique. Shlomo Malka. Le 4 quarts politique de la semaine avec autour de nos micros François Hesbourg, Pierre Aski, Antoine Mercier. Pierre Aski, on va parler un peu de la Chine. Vous connaissez bien ce pays. Je me souviens d'un livre que vous aviez fait qui était très beau sur une petite fille à la recherche d'un crayon. Et, le journal de Mayan. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette petite fille ? Elle vit en France. En fait, elle est venue faire ses études en France et elle y est restée. Et elle a trouvé beaucoup de crayons, du coup. Oui. Alors, vous connaissez la Chine, vous avez été correspondant à Pékin pendant quelques années. On a beaucoup parlé d'une contestation dans les rues de la politique de confinement et pas seulement de cette politique. On entend moins parler de cette contestation. Est-ce à dire que le calme est revenu ? C'est plus compliqué. En fait, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel en Chine. C'est-à-dire qu'on a une exaspération totale de la population qui a commencé avec le confinement de Shanghai au printemps, qui s'est très mal passé, qui était totalement arbitraire, autoritaire. On entendait des gens aux fenêtres le soir qui criaient « j'ai faim », parce que les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux et les livraisons de ravitaillement ne se faisaient pas. Donc on a ce confinement de Shanghai au printemps qui aurait dû pousser les autorités à réviser leur politique. Sauf que en octobre, il y avait le congrès du parti, le 20e congrès du parti, qui était une échéance très importante pour Xi Jinping, puisque c'était le début d'un troisième mandat qui est transgressif, puisque la règle instaurée par Deng Xiaoping était de 2 mandats. Donc cette échéance politique, il fallait qu'il n'y ait pas de vague, que tout soit sous contrôle. Et ça a été les quelques mois de trop. Parce que le virus Omicron s'est répandu à travers le pays, les cas de contamination étaient de plus en plus nombreux, il y a eu des émeutes à Canton, ensuite il y a eu des émeutes à l'usine Foxconn, on en a beaucoup parlé, donc l'usine qui fait les iPhones dans le centre de la Chine, et ça a donné ces manifestations. Et la grande surprise de cette période, c'est que certes, ils ont réprimé les manifestations, ils ont arrêté les leaders, ils les ont reconnus avec la reconnaissance faciale, avec la localisation des portables, mais ils ont tous les moyens pour ça. Mais ils ont changé la politique du jour au lendemain, sans aucune préparation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une situation où effectivement il n'y a plus de manifestations parce que les gens sont terrés chez eux. Pékin ou Shanghai sont des villes désertes. Parce qu'il y a une explosion du nombre de contaminations. Il y a des vidéos qui circulent, qui sont terrifiantes sur les morgues, qui débordent de tous les côtés, parce que avec la population, pénurie de médicaments, population âgée, très peu vaccinée, un vaccin chinois qui est moins efficace que les vaccins ARN messagers, et donc on a tous les éléments, tout le cocktail d'un désastre. Les experts du secteur disent qu'il pourrait y avoir jusqu'à 1 milliard de gens qui vont attraper le virus au cours des 3-4 prochains mois. C'est considérable, avec vraisemblablement 1 à plusieurs millions de morts. Et donc là, on a une situation qui n'est plus la même que celle de la manifestation, qui est une sorte on a ouvert les portes grand en espérant qu'elles ne donnent pas sur l'enfer. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on a noté que vous mettiez à part le cas chinois dans le dossier ukrainien. Il y a eu quand même des manœuvres russo-chinoises dernièrement, destinées à montrer que la Russie n'est pas isolée. Est-ce qu'on peut parler quand même, je vous pose la question à tous les trois, d'un rapprochement stratégique, diplomatique entre la Russie et la Chine ? François Hesbourg. Le rapprochement a commencé à se faire il y a 25 ans. Il s'est accru au fil des ans. Les deux pays sont des partenaires stratégiques, bien des partenaires. C'est-à-dire, ils ont un même ennemi, qui sont les États-Unis en particulier, et l'Occident collectif décadent, déclinant, démocratique en général. Mais ça ne fait pas une alliance. Une alliance, c'est quand vous vous mettez aux côtés de votre partenaire pour faire le coup de feu avec lui, des Chinois en Ukraine ou des Russes aux côtés des Chinois contre l'Inde, par exemple. Or, l'Inde est effectivement en bisbille avec la Chine en ce moment. La Russie continue de fournir les matériels militaires à l'Inde.
Donc les intérêts ne sont pas convergents dans tous les compartiments. Et ça ne va pas changer. Et je suis totalement d'accord avec l'analyse que Pierre a faite là-dessus. Pour moi, la vraie question qui se pose maintenant, c'est de savoir si cette Chine en crise économique, crise sanitaire, probablement une crise politique souterraine, parce que ça ne se voit pas trop à l'extérieur, sauf quand on vient embarquer un ancien président comme Hu Jintao pour qu'il ne pollue pas par sa présence le discours du grand chef lors du parti. Est-ce que ceci va rendre la Chine plus impatiente, plus agressive, notamment vis-à-vis de Taïwan, ou est-ce que la Chine va se concentrer sur ses problèmes intérieurs? Alors, de cette question, la réponse à cette question, elle est primordiale. Moi, je ne sais pas quelle elle va être. Quand je suis allé à Taïwan le mois dernier, j'ai eu droit, ce qui est d'ailleurs rassurant, parce que les gens discutent et sont en désaccord les uns avec les autres. C'est une démocratie, c'est comme ça, les démocraties. Et les uns disant, ils vont devenir plus méchants, et les autres disant, non, ils vont se replier davantage sur les problèmes intérieurs. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre, d'ailleurs. On va lui demander. Alors, il se trouve que j'étais à Taïwan quelques semaines plus tôt, et j'ai entendu le même son de cloche. Les problèmes intérieurs chinois sont aujourd'hui considérables. L'économie a connu un ralentissement énorme, et ça a un impact politique parce que le contrat social chinois, il y a un contrat social en Chine, les pays autoritaires ont aussi des contrats sociaux, il est basé sur en gros l'enrichissement de la classe moyenne et sur la stabilité et la prospérité et la grandeur de la Chine. Le nationalisme en fait partie aussi. Or, ce contrat, il est cassé aujourd'hui. La crise de l'immobilier est un enjeu absolument considérable. La classe moyenne, elle s'est constituée autour de l'accession à l'immobilier. Vous avez, et il y a eu une période très spéculative qui a été une période de folie en Chine. Il y a des gens qui ont acheté 6, 8, 10 appartements. Et les prix aujourd'hui ont atteint les prix parisiens. C'est pas compliqué. Et donc, ceux qui étaient dans la classe moyenne et qui ont acheté des appartements dans les années 2000, au début des années 2010, s'en sortent très bien. Ceux qui arrivent après sur le marché du travail, de la classe moyenne, etc., ne peuvent plus aujourd'hui y faire face. Et c'est là que le contrat social est dans une impasse. Donc, il y a un problème politique à gérer pour Xi Jinping, qui est de gérer ce ralentissement économique, cette grogne. Il y a 20%, chiffre officiel, 20% de chômeurs diplômés. C'est considérable. Vous avez un enfant unique. Vous mettez tous vos espoirs en lui, vous faites tout ce qu'il faut pour qu'il aille à l'université, il sort ingénieur, il trouve pas de boulot, ou s'il trouve du boulot, il peut pas s'acheter un appartement parce que c'est trop cher, s'il a pas d'appartement, il se marie pas. Et vous avez comme ça en cascade tous les problèmes qui créent le malaise. Donc, je rejoins la question que posait François, à laquelle je n'ai pas plus de réponse. Est-ce que ça va les pousser à plus d'agressivité sur le plan extérieur, ou est-ce qu'au contraire, ils vont se replier sur ces problèmes? La réponse, à mon avis, dépend aussi beaucoup de l'issue de cette guerre, c'est-à-dire de l'Ukraine. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu absolument considérable pour le monde, à savoir si la domination occidentale, on va dire, se maintient, ou est-ce que les jeux sont complètement brouillés. C'est pour ça que Macron parle, si c'est les Turcs et les Chinois qui vont prendre la main. C'est un peu ça son idée aussi. Mais vous avez entièrement raison, parce que l'erreur basique, intrinsèque de la stratégie sino-russe de défi du monde occidental, c'est de dire le monde occidental est en déclin, ils sont foutus, notre heure est arrivée. Xi Jinping l'a dit en ces mots dans son discours au 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Il a dit l'Occident, l'Ouest descend, l'Est monte. C'est ce que dit Poutine aussi. Et c'est ce qu'il dit Poutine, sauf que la réponse occidentale en Ukraine jusqu'à présent n'a pas été celle du déclin ou de l'absence, y compris même celle de l'Europe, qu'on peut critiquer, nous, pour plein de raisons, mais qui a quand même été au rendez-vous de la mobilisation. Et donc, si on est aujourd'hui un général chinois, on se demande
Est-ce que mon armée, elle est aussi bonne que je le crois? Parce que l'armée russe, on pensait qu'elle était à la hauteur et elle se heurte à tous les débois. Si j'étais Xi Jinping, je me dirais, mais est-ce que si j'attaque Taïwan demain, je vais pas me retrouver face à une coalition américano-japonaise qui va être redoutable? Ce qu'il faut aussi. Il y a un élément aussi, c'est qu'on a très peu d'informations, c'est totalement opaque, on ne sait même pas si le... Pardon. Il y a des tas de choses qui ne sont pas opaques parce que la censure des réseaux sociaux, elle ne marche pas très bien non plus, lorsque tout le monde se met en même temps en train de proférer les mêmes critiques vis-à-vis du pouvoir, plus rien ne tient. C'est ce qui s'est passé avec les manifestations. Bien sûr. Parce que quand quelque chose de nouveau se produit, une manifestation, par définition, c'est quelque chose de nouveau. Il faut des consignes pour les censeurs. Donc il y a un décalage dans le temps. Oui. Les logiciels ne sont pas au point. L'intelligence artificielle ne peut pas se substituer purement et simplement aux décideurs politiques. Rassurant. C'est quelque part, c'est rassurant. Mais ça veut dire aussi, en clair, que la censure n'est pas non plus ce qu'elle était. Et puis par ailleurs, il y a toujours l'ombre portée par la pandémie. Pendant 3 ans, le gouvernement chinois, le Parti communiste chinois, plus exactement, n'a cessé d'expliquer que c'était un moment de triomphe du parti par rapport à la décadence et au déclin occidental, et que nous Français, l'ambassadeur de Chine à Paris, Lou Chaillet, faisait des tweetos sur le thème « Les Français font exprès de faire crever des petits vieux dans les EHPAD ». En pleine pandémie, depuis le site de l'ambassade. C'était ça, la posture de la Chine. Alors, 3 ans plus tard, il y a un pays, et un seul, qui est en pleine crise covidienne, qui est en train de réinventer la définition du mort. Un mort de Covid, c'est plus quelqu'un qui meurt avec le Covid, c'est quelqu'un qui meurt seulement du Covid, ce qui permet évidemment de tout inventer, n'importe quoi. Les Chinois ne sont pas plus bêtes que d'autres. Lorsqu'on leur dit tout et le contraire, ils finissent par comprendre qu'on se fout un tout petit peu de leur gueule. Et c'est ça qui se passe en ce moment. Alors, en Israël, Benjamin Netanyahou a été investi par le président de l'État, M. Herzog, pour former un gouvernement. Il a indiqué qu'il était parvenu à un accord coalitionnaire, mais cet accord ne sera présenté que dans une dizaine de jours. C'est pas encore signé. Est-ce qu'il peut y avoir encore des obstacles, sachant que la procureure générale du pays a d'ores et déjà mis en garde contre un risque de sévères violations des principes fondamentaux de l'État de droit? On commence avec vous rentrez d'Israël, oui. Antoine Mercier. Écoutez, moi je pense pas qu'il va se passer grand-chose d'ici la nomination de ce gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a un processus démocratique jusqu'à présent qui a été en place avec une succession d'élections, avec cette fois-ci une majorité nette. Même si en nombre de voix, c'est pas si évident, mais en tout cas à la Knesset, nette pour cette coalition de droite et d'extrême droite. Donc elle va forcément se mettre en place et on va voir ce qu'elle va faire, parce que ce qu'il faut attendre maintenant, c'est effectivement ce qui a été décidé dans les accords, ce que Netanyahou a concédé à la fois aux ultra-orthodoxes et à la fois aux sionistes religieux. Sur quelle ligne rouge il va pouvoir surfer pour éviter effectivement que ce gouvernement n'apparaisse comme un paria dans le monde occidental et qu'il réveille des hostilités vis-à-vis d'Israël. Ce sera ça son rôle de Netanyahou. Donc moi je pense que l'expérience... Il sera paradoxalement le plus à gauche de ce gouvernement, manifestement. On va compter sur lui. Mais non, ce que je veux dire, c'est que le processus est lancé. Je pense que l'expérience va se produire. Et on verra si Netanyahou parvient à maintenir cet équilibre. Voilà. Pierre Aski, vous avez été longtemps, je le rappelle, correspondant en Israël. Oui. Moi, je partage aussi, je ne pense pas qu'il y aura de surprise. Il y a eu quand même une succession d'élections en Israël et finalement, il y a une majorité qui s'est dégagée, qui n'est pas énorme mais qui existe quand même. Je ne vois pas ce qui peut aujourd'hui empêcher cette majorité de gouverner. Ça serait un coup de théâtre, en tout cas. Non, le
le vrai problème, il va être l'après, effectivement, c'est-à-dire Netanyahou fait rentrer le loup dans la bergerie. Il fait rentrer des partis qui ne sont pas des partis démocratiques, excusez-moi, je le dis comme je le pense, et qui vont transformer, qui risquent de transformer Israël en une démocratie illibérale. Qui est le mot qu'on emploie généralement pour parler d'Orban ou d'autres. Et il va y avoir un double problème, l'un pour la société israélienne qui va être confrontée à un test sur sa cohésion, parce que on voit bien qu'il y a une polarisation colossale depuis longtemps, mais qui là va être exacerbée. Et deuxièmement avec les Palestiniens, parce que les gens dont on parle, que ce soit Itamar Ben-Gvir ou le prochain ministre des Finances Smotrich, sont des gens qui sont ouvertement racistes et qui rêvent d'expulser les Palestiniens des territoires. Donc on est dans quelque chose qui va... on est déjà dans un climat de violence, puisque 2022 a été une des années les plus violentes depuis quelques années, et qui risque d'exploser. Oui, François Hesbourg. Oui, moi je vais ajouter un élément qui n'a pas encore été intégré. C'est évidemment le défi iranien. Le défi iranien, parce que au moment... L'Iran remonte au devant de la scène. L'Iran est en capacité maintenant de faire la bombe en l'espace au maximum quelques mois. On n'est plus dans l'année, on est dans les quelques mois, tout est prêt. Et le scénario que je vois par rapport à la situation politique en Israël, c'est la crise, la menace existentielle iranienne est ressuscitée politiquement, comme un objet politique, et malheureusement à juste titre. On est à 60% d'uranium enrichi. Oui, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Iran sera en capacité, en 2023, de faire la bombe à n'importe quel moment. C'est un argument pour Netanyahou pour maintenir alors attendez. le cap. Alors qu'est-ce que ça donne comme scénario? Ça donne comme scénario qu'il faut faire l'unité nationale contre la menace existentielle iranienne, et donc je fais un gouvernement d'unité nationale. Et ça permet... oui. Il faudrait que M. Gantz dise oui. Oui, mais justement... Face à la menace existentielle, face à la menace existentielle, comment dire non? Les Iraniens seront forcément pris sur le fait, parce qu'aujourd'hui, on sait voir des choses mieux qu'on pouvait les voir naguère dans le domaine nucléaire. Et à ce moment-là, il y aura l'appel au secours de chacun, la mobilisation de la société. On oubliera, nous, en Europe et aux États-Unis, que tout ceci est le fruit de la politique désastreuse de Netanyahou et de Trump, qui ont fait sortir les US de l'accord nucléaire il y a maintenant 5 ans. Mais on oubliera tout ça parce qu'effectivement, face à la menace iranienne, il va falloir qu'on réagisse. On ne peut pas laisser la bombe iranienne se répandre au Moyen-Orient, et avec l'imitation par l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie. Ça veut dire que vous voyez une intervention militaire, non, là pour l'instant, je reviens à la situation politique en Israël. Oui, mais voilà, c'est-à-dire, à ce moment-là, on est dans une logique d'union nationale, avec un gouvernement qui reflètera le fait qu'il s'agit d'une union nationale, et non pas d'un gouvernement qui a une toute petite majorité à la Les Iraniens vont sauver l'unité d'Israël. Et les Iraniens vont sauver l'unité d'Israël. Donc en fait, on a la même problématique qu'avec la Chine. Est-ce que les problèmes internes trouvent un exutoire extérieur? C'est la même chose. Oui, parce que sinon, quand même, si toutefois il devait y avoir des lignes rouges qui soient franchies, mon inquiétude à moi, enfin ce qui me paraît, inquiétude, en tout cas ce qui me paraît clair aujourd'hui, c'est le risque d'une rupture entre les Juifs de diaspora et Israël. Ouais. C'est-à-dire que là, on voit aujourd'hui, hier, il y a eu 300 rabbins, des libéraux, des massortis, etc., américains qui commencent à dire on ne va pas recevoir de ministres, etc. Donc il y a une vraie scission et peut-être même une possible opposition de la diaspora juive, d'une partie en tout cas de celle-ci, vis-à-vis d'Israël, si jamais ça va trop loin, on va dire, dans la voie de l'extrême droite. Alors, je vous propose, on arrive pratiquement au terme, je voulais qu'on parle un peu d'Emmanuel Macron en Jordanie, quel était l'objectif de ce déplacement.
On n'aura pas le temps parce que je voudrais faire un tour de... c'est la dernière avant la nouvelle année, donc je voudrais vous demander l'homme ou la femme de l'année, exercice... Bon, c'est trop facile. C'est trop facile, oui. C'est trop facile. Oui. Pourquoi Non, c'est trop facile. C'est évidemment Zelensky. Oui. Je veux dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est évidemment lui. Oui. C'est enfin, à moins que vous ne trouviez quelqu'un d'improbable qui soit plus impressionnant. Il y en a qui parlent des femmes iraniennes, il y en a d'autres qui parlent de Salman Rushdie. Ça, c'est un mouvement social. Oui. Alors, si vous me demandez quel est le mouvement social de l'année, je vous répondrai effectivement sur les femmes iraniennes. Mais c'est pas la même question. Et Zelensky, moi, j'avoue qu'il a eu la punchline la plus extraordinaire. Alors, c'est un ancien comédien, donc il est dans la punchline. Mais quand il a dit « j'ai pas besoin de taxi, j'ai besoin de munitions », au début, quand on a imaginé qu'il pourrait quitter le pays. Et là, il s'est transformé à ce moment-là. Le comédien est devenu le chef de guerre. Le comédien est devenu, sauf que moi, je suis épaté par, malgré tout, la capacité qu'il a de tenir aussi la scène internationale. Bon, d'abord, il a le dress code qu'il a adopté, mais ça joue toujours dans l'ambiguïté, parce que c'est vrai que c'est un combattant, on ne peut pas le nier, et en même temps, il joue magnifiquement. Enfin, quand on discute avec lui, c'est plus du tout un comédien. C'est tout ce que je peux dire. Mais on peut acheter sur Amazon la tenue Zelensky. Alors, comme on est tous d'accord là-dessus, on va faire, c'est le rituel dans le 4 quarts, votre coup de cœur de la semaine. Livre, film, expo, citation, ce que vous voulez. Garouste. L'exposition Garouste. L'exposition Garouste, dit François Hesbourg. C'est extraordinaire. C'est un très... moi, je connaissais à peine ce peintre. Il n'est pas seulement peintre, d'ailleurs. Mais c'est visiblement l'un des plus grands artistes français de la deuxième moitié du XXe siècle, du début du XXIe. Pierre Aski. Moi, je vais dire un film, c'est Aucun ours de Jafar Panahi, l'Iranien, qui est en prison en ce moment. Oui. Et ce film est remarquable parce qu'il a plus le droit de faire des films, mais il y a une sorte de mise en abîme du réalisateur qui est dans l'incapacité de faire un film et qui fait quand même un film dans son film. Voilà, il y a quelque chose d'absolument génial dans ce film. 10 secondes. Alors, c'est culturel si on veut. Moi j'ai découvert un site qui s'appelle Alatora. Vous avez tous les versets, tous les commentaires, avec des traductions aussi en anglais. Incroyable, extraordinaire ce site. Je vous le conseille, Alatora. Et ben voilà. Et moi je vous remercie tous les trois et je vous souhaite bon dimanche, bonne fin d'année à tous et Chag Sameach puisque c'est le dernier jour de Hanouka.